bien. Donc, je présente ces dames qui vont être donc nos experts chacune dans sa spécialité. En tout cas, je vous remercie d'être parmi nous. Je laisse peut-être, je vais me présenter peut-être quand même. Donc, je suis Nadia Domecq. Je suis CEO d'une entreprise, une start-up spécialisée dans le paiement, cette fois-ci en crypto, même si tout à l'heure, Emmanuel Assoine parlait du paiement dans le retail. En tout cas, j'ai essayé de pallier justement à ce manque, puisqu'il y a beaucoup de gens en France, plus de 12% qui ont de la crypto, et j'aimerais bien qu'ils la dépensent chez nos commerçants. Donc, à toi de prendre le relais. Merci. Voilà. Merci Nadia. Donc moi je suis Émilie Leger. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc directrice de la BU Conseil monétique et moyens de paiement chez Tessi. Je suis ravie d'être là parce que c'est vrai que voilà, même si comme on dit ça devrait pas être un sujet la journée internationale des droits des femmes, mais malheureusement c'est encore un sujet. Merci à nos oratrices, merci à celles qui viennent de passer, c'était très enrichissant sur la première table ronde. On va continuer avec des parcours aussi très inspirants. Merci mesdames. Donc si vous voulez bien, on va commencer. Donc on va commencer par Stéphane. Stéphane Mavel, donc elle est directrice commerciale chez BeConnect. Elle a un parcours aussi très très riche, très intéressant. Si tu veux bien Stéphane, nous en parler un petit peu. Et en fait, l'idée aussi de cette table ronde, c'est d'échanger sur les nominations. C'est 3 oratrices qui ont été nominées à des postes clés dans les paiements entre 2024 et 2025. Donc, c'est un peu l'idée de cette table ronde. Merci Stéphane. Si tu veux commencer par nous parler un peu de ton parcours. Alors, avec plaisir, même si c'est pas forcément un exercice que je parle souvent, mais je parle souvent de sujets de confiance numérique, d'identité numérique, et quand même rarement de moi. Mais en tous les cas, merci pour l'invitation. Alors après, je suis un petit peu l'intruse ce soir parce que moi, je suis pas directement sur les paiements. Hein, je vais vous expliquer BeConnect, mais bon, j'ai parmi les quelques expériences de ma carrière qui commencent à être un peu longues, quelques expériences dans le paiement. Alors rapidement, voilà, j'ai passé 10 ans chez BNP Paribas. J'ai démarré ma carrière chez BNP Paribas dans la banque où j'ai fait différents métiers. À l'époque, les jeunes diplômés, on passait d'abord dans le réseau d'agences. Donc j'ai été conseillère entreprise, puis directrice d'agence. Et ensuite, j'ai rejoint la direction centrale de BNP Paribas pour occuper différents postes sur des gros projets informatiques. Même si j'avais un diplôme de finance, j'ai atterri sur des gros projets informatiques, dont un projet, je sais que certains d'entre vous ont plus ou moins baigné dedans, qui s'appelait K2, qui était le premier projet autour de la monétique dans lequel j'ai passé quelques années. Et puis, au bout de 10 ans chez BNP Paribas, en fait, je me suis dit, soit j'y passe toute ma carrière, ce que j'ai vu avant, hein, des femmes inspirantes qui ont fait leur carrière au même endroit, c'est pas du tout une critique, mais en tout cas, moi, ça me renvoyait un truc un peu... J'avais 35 ans, je me suis dit, bon, bah, soit je signe pour faire ma vie dans la même entreprise, soit je bouge. Et donc, j'ai bougé dans le monde des opérateurs téléphoniques, parce qu'à l'époque, les opérateurs téléphoniques voulaient faire de la banque. Les banquiers voulaient devenir opérateurs téléphoniques. Et donc, mon profil a plu à un opérateur téléphonique que j'ai rejoint pour m'occuper de sujets. C'était l'époque où le 3DS arrivait, donc en fait c'était là aussi un peu en lien avec les paiements. Donc avec mon background de banquière, j'ai aidé sur des sujets. Alors à l'époque on n'appelait pas ça la confiance numérique. Après c'est devenu les sujets qu'on mettait dans la catégorie confiance numérique, et c'est là-dedans d'ailleurs que je suis restée. Donc c'était SFR pour ne pas le nommer, et chez qui j'ai d'abord fait donc de l'authentification forte à laquelle je suis revenue après, et puis l'identité numérique, la signature électronique, et puis donc voilà, l'identité numérique m'a amené vers IDNUM, qui est l'ancêtre de France Connect, J'ai détaché, ça a été la première initiative portée par plusieurs acteurs de la place, dont SFR, dont la Poste, dont le Crédit Mutuel et l'État. Projet dans lequel je me suis éclatée parce que le fil rouge aussi de ma carrière, c'est d'aimer les challenges et d'aimer le changement. Donc voilà, c'était une création d'entreprise
Malheureusement, pour des raisons, entre autres que l'État a lancé France Connect en parallèle, j'ai quitté Idenum. J'ai rejoint, je suis retournée dans le monde de la banque, pensant que les banquiers avaient un peu changé. Donc, je suis allée dans une filiale du Crédit Agricole. Quand je dis un peu changé, parce que c'était l'époque où on disait les banquiers, ils ont peur de se faire désintermédier. Donc là, maintenant, ils vont prendre des décisions, ils vont prendre des virages. Bon, malheureusement, je suis repartie parce que j'ai trouvé que le virage n'était pas assez. Voilà, il n'était pas assez. Il y avait beaucoup d'inertie, mais c'est le cas de tous les gros paquebots. Hein. Donc moi, je préfère les petits bateaux, je préfère les choses plus agiles. Voilà, je préfère le speedboat ou carrément la planche à voile parce qu'il n'y a pas de moteur et c'est mieux. Ou le surf. Voilà. En gros, je préfère le surf, ça c'est sûr. Et je suis repartie. Je suis retournée à mes anciennes amours qui étaient l'identité numérique parce que France Connect à ce moment-là s'ouvrait au monde du privé et l'identité numérique c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis très longtemps et donc et puis comme le disait non c'était pas Stéphanie, une femme influente de la première table ronde qui a fait l'ENA. Alors moi j'ai pas fait l'ENA mais par contre la particularité c'était Stéphanie. Bon, ça doit être le prénom alors. Hein. Je suis allée passer 4 ans du côté de l'État et c'était intéressant aussi de voir parce que quand on est dans le privé, on est assez critique envers le secteur public. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais. Et passer du côté du public et voir un petit peu comment ça se passe et qu'il y a aussi des projets. Enfin, France Connect est un projet extraordinaire qui a remporté un énorme succès avec des gens hyper compétents. Et puis voir aussi que, bah oui, c'est vrai que ça se passe pas toujours bien du côté de l'État, mais comme ça se passe pas bien dans une grosse boîte non plus. Hein, il y a des services qui se tirent la bourre, il y a des gens qui sont pas d'accord. Et puis, bah pareil, je pense que là aussi, je me suis un peu ennuyée au bout de 4 ans, et donc je suis partie chez un fournisseur d'identité qui s'appelle ID Now, qui est né de la fusion d'un acteur français qui s'appelait Ariane Next avec son homologue allemand ID Now. Et puis au bout de 15 ans sur l'identité numérique, j'en ai eu marre en fait, parce qu'en France les choses bougent pas assez vite pour moi, je trouve. Et donc j'ai rejoint BeConnect. Et BeConnect, je sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Moi, depuis 27 ans que je gravite dans le monde professionnel, c'est la première fois que je vois les 5 plus grandes banques françaises s'allier pour lancer un service en plus de confiance. Donc ça m'allait bien. Et donc BeConnect, c'est un connecteur sécurité. C'est pour ça que je dis que je suis l'intruse, parce qu'on n'a pas de lien direct avec le paiement chez BeConnect. En revanche, on a un lien direct avec la confiance, c'est-à-dire que nos 5 actionnaires bancaires, parce qu'on est détenus à parts égales par BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole et Crédit Mutuel CIC. L'objectif, c'est de déployer auprès de nous tous collectivement l'été prochain, un connecteur sécurisé qui va nous permettre de faire de l'authentification, de prouver qui on est, sans avoir 200 identifiants mots de passe, la dernière étude en date, 200 identifiants mots de passe dans nos quotidiens, donc ça devient quand même un peu une galère. Et si c'est pas les identifiants mots de passe, c'est les social login et les GAFAM, et on n'a pas forcément envie de ça non plus. Donc BeConnect, solution souveraine de confiance, et vous en entendrez parler dans les prochains mois, encore plus. J'espère en tous les cas. Bien sûr. Et si, parce que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de lien avec les paiements, en fait, l'idée de BeConnect vient quand même du GIE carte bancaire avec notre ami Pierre Chassigneux, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était porté par le GIE carte bancaire, donc incontournable scheme, notre scheme français, et donc c'est pour ça qu'il y a quand même du lien et que oui, mais l'ADN et le cœur, le lien il est dans le cœur, mais comme il y a souvent une association, je préfère, mais évidemment le cœur et Pierre qui est en vacances au soleil. Il a bien raison. Grâce à lui, moi je l'ai rencontré, j'étais au début de France Connect, Pierre, et je lui disais, écoute, t'arriveras jamais à faire signer les banquiers. Et puis il y a 1 an et demi, il m'a dit, j'ai réussi, tu rejoins l'aventure. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Bah oui, je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Sûr. À mon âge avancé, repartir dans non mais c'est une aventure exceptionnelle. Avoir la possibilité de vivre ça. Il n'y a pas d'âge pour les aventures. Dans une carrière au dernier tiers de ma carrière, on va dire, c'est une chance incroyable. Félicitations. Merci. Et on parlait de réseau aussi et de networking, et c'est très important parce que la confiance se fait aussi grâce à notre réseau, et l'entraide aussi. On parlait de cercles comme The Circle et comme aussi notre association. C'est du networking, c'est de l'entraide, c'est voilà, on se fait confiance. Merci Stéphane. J'avais aussi une petite question. Comment as-tu ressenti dans tes différentes sociétés et expériences ta place de femme versus
versus femme-maman, parce que c'est vrai que allier dans nos carrières, on a envie d'évoluer, on a envie d'avoir des postes à responsabilité, manager tout ça. On parlait de charge mentale, Laetitia, tout à l'heure aussi. Je pense que voilà, on est toutes là-dedans. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Comment as-tu ressenti ça? Comment tu as réussi justement à garder le respect de l'équilibre vie pro, vie perso? C'est un sujet intéressant. Oui, c'est un sujet intéressant parce que j'ai apprécié à la première table ronde, parce que moi, quand on m'interroge sur ta place de femme, moi, et je suis née femme en plus, franchement, et je l'assume, et je trouve ça génial d'être une femme, et ça a toujours été une force, et je pense que vraiment ça l'est. Et les hommes qui m'ont aidé dans ma carrière, comme les femmes qui m'ont aidé dans ma carrière, l'ont fait parce que je pense qu'il y avait un truc qui se passait, mais c'était pas parce que j'étais une femme, entre autres parce que j'étais une femme, mais pas que. Et tes compétences, surtout. Mais en revanche, c'est vrai que souvent en tant que femme, et moi je me suis retrouvée maman seule, c'est là où il peut y avoir effectivement un handicap, et j'ai pu le ressentir entre autres dans la première grande, je l'ai citée, donc je peux malheureusement plus revenir en arrière, mais effectivement c'était dans une grande banque, donc où il y avait ce schéma patriarcal qui était très ancré, et partir pour dire je vais chercher mes enfants à la garderie, c'était assez honteux, c'était compliqué, c'était en tous les cas peut-être que je me mettais moi-même, mais j'avais quand même autour de moi le sentiment que c'était pas très bien perçu, et je suis partie ensuite chez donc SFR que j'ai cité aussi, qui est une entreprise beaucoup plus récente et beaucoup plus jeune, avec des papas qui étaient exactement comme moi, et on se disait à 18h on va chercher nos enfants, et le truc était complètement normal, assumé, et ça nous rendait pas moins efficaces. Mais en termes de pression, de regard de la société sur moi, c'était beaucoup plus facile à vivre ensuite chez SFR que je l'avais vécu chez BNP Paribas. Et après, mais ça, tu vas peut-être me demander, et je sais que tu me l'aurais demandé, mais je poursuis. Fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. De toute façon, tu m'as donné le micro. Après, moi, je lâche plus. Mais en tous les cas, si tu dis trop de bêtises, je t'arrête. Mais là, c'est bon. Non, mais enfin, ce que j'ai toujours moi privilégié, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous, j'espère, c'est l'équilibre, et surtout jamais sacrifier au prix d'une carrière ses enfants, parce qu'ils grandissent tellement vite que tout ce qu'on rate, et trouver l'équilibre en revanche. Moi, j'ai jamais eu le luxe de me mettre au 4/5e, mais néanmoins rentrer le soir et être là pour le bain et pour l'histoire et pour le dîner, ça a toujours été, et quand mes boss le comprenaient pas, et je t'avais peut-être raconté mon expérience avec un boss chez BNP Paribas qui avait 5 enfants, je crois, en bas âge, et qui lui le soir restait au bureau parce que il se disait c'est l'heure du bain et du dîner, donc moi je suis tranquillou, et il me disait Stéphane, à 18h on fait une réunion au pied levé. Je disais non, par contre demain matin à 7h30 8h moi je suis là, il n'y a pas de souci, mais par contre là non. Merci Stéphane. Oui, l'idée c'est ce que tu disais, c'est de pas sacrifier sa famille ni sa carrière, parce qu'en même temps on n'a pas envie de se cantonner à des postes d'assistanat ou on a envie quand même de s'épanouir en tant que femme, et on en a bien la preuve encore ce soir, et aussi dans la salle, et donc ça c'est important de trouver l'équilibre. Et je rajouterais ne pas sacrifier non plus ses activités extra-professionnelles, ni ses amis, ni ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin et d'avoir l'énergie aussi dans le boulot, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu veux nous partager quelques anecdotes sur tes différentes expériences? T'en as déjà donné un petit peu, mais si t'en as quelques-unes à nous partager. Oui, non, je t'en ai partagé une que j'avais trouvée vraiment sympa. C'est un homme. Après 10 ans chez BNP Paribas, comme je vous le disais, je m'interrogeais, et j'avais un boss à l'époque qui était très inspirant, et avec lequel je m'entendais super bien sur K2. Et un jour, je passe dans son bureau et je lui dis Yves, il faut que je bouge, ça va faire 10 ans, je vais fêter 10 ans. Puis il me regarde, il me dit mais tu bougeras jamais. Donc je sors du bureau hyper vexée en me disant mais ça y est, donc lui il considère déjà que, et je fais 3 pas en arrière et je retourne dans son bureau. Je lui dis il faut que tu m'aides, et il était certain que j'aurais effectivement ce réflexe là, et il m'a dit ok, ça fait 10 ans
que t'as pas fait de CV, que t'as pas passé d'entretien, parce que j'étais rentrée chez BNP Paribas jeune diplômée. Il me dit, bah là tu vas voir. Il avait fait le BCG pendant 10 ans. Donc il a mis la barre là. Et ça m'a aidé. Ouais, super bon mentor. Ça, c'est génial. Il y a des hommes, bien sûr, dans nos carrières qui sont là, des femmes, mais vraiment, c'est important. C'est important. Merci. Mais il avait eu confiance en moi. C'est ça la clé, en fait. Mais confiance en toi, bien sûr, et à toi d'avoir confiance en toi. Et comme on disait aussi tout à l'heure, ne pas oser prendre des risques, oser aller un peu plus loin de notre zone de confort. Et c'est important. Et dire ça aussi à nos jeunes filles, de les challenge un petit peu. On est nombreux et nombreuses à pas avoir confiance en nous. Et je pense que ça se décrète pas, la confiance, mais parfois effectivement les mains tendues au sens effectivement le réseau, tu disais, moi j'ai pas particulièrement je pense que le réseau c'est aussi la bienveillance, c'est aussi les amitiés qu'on peut créer naturellement, ça se fait naturellement. C'est ça. Si on ouvre un peu les chakras, en fait le réseau il est là. Il est là et on peut s'appuyer dessus, parce que quand c'est légitime aussi, et que voilà, comme tu dis, la bienveillance et l'aura que tu as, tu mérites aussi. Oui, il faut oser dire j'ai envie de bouger, quoi. Faut pas avoir peur non plus de dire j'ai envie de changer de job. Bien sûr. Et y compris à nos propres boss. C'est pas, c'est la vie. Bien sûr. Super. Et pour terminer, justement, ça faisait le lien aussi avec quel conseil tu donnerais. Je sais que tu as une fille aussi. À nos jeunes filles, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à aujourd'hui pour qu'elles osent, justement? C'est un peu ce que j'ai dit précédemment. C'est ne pas sacrifier sa vie personnelle, ne pas penser que parce qu'on est une maman, on va pas pouvoir avoir une super carrière. C'est arriver à concilier et croire. Hier, j'étais au pot de départ un ancien collègue qui a été mon boss, un homme encore, qui partait au bout de 15 ans. Il a monté sa boîte, enfin vraiment une super belle réussite. Et il disait, pour ceux qui me connaissent, moi je dis toujours, ça va le faire, on va y arriver. Et il dit, c'est pas la méthode Coué, mais le fait d'y croire, c'est effectivement, si on se le dit pas, alors ça c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est l'énergie qu'il faut ce gars-là est un gars génial, et ça fait 15 ans, 17 ans même, qu'à chaque fois que je le vois, il dit si, non mais ouais, ça va le faire. Et en fait, c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est vraiment, si on y croit, on peut déplacer des montagnes. C'est sûr. Merci beaucoup, merci Stéphane. C'était on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je vais laisser la main à Nadia maintenant pour interviewer Fanny. Donc, c'était assez inspirant. Franchement, c'est top. Hein, merci. À toi maintenant. Donc, Fanny. Alors, Fanny Rodriguez, donc membre du groupe d'experts PSMEG. Alors, qui veut dire Payment System Market Expert Group de la Commission européenne en 2024. Hein, c'est ça. Et présidente de la FEPAM en 2025. Toutes mes félicitations. Association donc française des établissements de paiement et de la monnaie électronique. Alors, Fanny, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours et ta nomination justement comme membre du groupe PSMEG de la Commission européenne et présidente, bien sûr, de la FEPAM maintenant. Merci beaucoup, Nadia, et merci à vous d'être ici. Les sigles, personne ne les mémorise. Moi-même, je ne mémorise pas, donc on me demande ce que ça veut dire. Je vais voir sur Internet ce qui n'est pas, voilà. C'est le groupe d'experts, alors ce qu'ils considèrent être comme experts de la Commission paiement de la Commission européenne. Là, concrètement, la Commission européenne, avant d'adopter des textes ou de lancer des initiatives dans le domaine des paiements, elle réunit quelques professionnels, parce que voilà, expert est un bien grand mot, des 28 pays de l'Union européenne. Elle demande leur avis, voilà, elle les écoute et ensuite elle élabore les textes législatifs. Le fait de pas connaître le sigle et enfin moi la première et de pas toujours savoir, j'en parlais avec Emmanuel, que ce groupe existe. Je pense que c'est assez révélateur du fait que nous sommes majoritairement des Français. Moi j'ai une formation en droit européen en fait et j'ai toujours été attirée par l'Europe. Quelqu'un disait au niveau des DRH, j'aime négocier. Moi, j'aime négocier, j'aime les consensus, j'aime la diversité culturelle. Et donc, c'est ce qui m'a porté à regarder ce qui se passait à Bruxelles. Accessoirement, 95% des textes, ils viennent de là. Donc, de manière pragmatique et prosaïque, j'aime beaucoup nos parlementaires nationaux. Mais vu que ça vient de là-bas, autant aller à la source. Je
pense que c'est important pour les Français, je dis ça, donc pour nous tous, communauté des paiements, de regarder ce qui se passe à Bruxelles, vu que ça vient de là-bas. Et comme j'ai toujours eu ce petit regard, Emmanuel me disait comment t'as entendu parler de ce groupe. En fait, c'est le réseau et donc l'importance aussi du réseau. C'est pas caché, c'est public, c'est sur Internet, sauf qu'il y en a plein des groupes, il se passe plein de choses à tout moment. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Mais il faut savoir qu'un jour ça s'ouvre et c'est tous les 2, 3, 4 ans, donc on sait jamais quand. Le timing, c'est vous avez 1 mois. Le dossier, il fait 50 pages. Merci de raconter toute votre vie, les conflits d'intérêts. Personne n'a envie de faire ça. Personne n'a le temps. On reporte 15 fois le dossier et on se dit, je vais passer le reste avant, mon boulot avant, ma vie privée avant, et puis le dossier, à la fin, il se complète pas. Et je pense que c'est important de se forcer à compléter ces dossiers. Pourquoi ? Parce que si les Français sont pas là, les autres y sont. Il y en a qui ont très bien compris. Moi, ce qui me frappe dans ce groupe, c'est que ceux qui sont les plus présents, ce sont les Britanniques et les Américains. Oui. Les Britanniques, il y a eu le Brexit. Ah oui. Comment peuvent-ils être là ? Les Américains, n'en parlons pas. Comment peuvent-ils être là ? Tout simplement parce qu'ils maîtrisent les règles. Ils ont créé des associations à Bruxelles. À partir du moment où ils ont une association à Bruxelles, ils peuvent aller dans ce type de groupe. Donc, ils bâtissent plein d'associations à Bruxelles. Et aussi parce qu'ils ont compris l'intérêt et l'importance de ces groupes, c'est dans leur ADN, dans leur culture. Ça s'appelle le lobbying, toujours un peu connoté péjorativement en France. On appelle publiquement ça relations interbancaires parfois, ou affaires publiques, mais ils ont compris et donc ils sont là-bas. Ils débauchent même des personnes uniquement, des Européens uniquement en raison de leur nationalité pour pouvoir défendre leurs intérêts, parce qu'il y a quand même des quotas par nationalité. Normalement, on peut pas. Pour la France, il y avait 4 places. Il y a des quotas. Donc, non seulement ils vont remplir des quotas alors qu'il y avait pour les Britanniques avant le Brexit, et donc tous les quotas qu'ils peuvent remplir, mais ils vont aussi débaucher des personnes en fonction de leur nationalité pour être présents à Bruxelles. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'être là et de jouer à armes égales et aussi d'apprendre d'eux. Moi, je trouve qu'ils sont passionnants. Ce sont d'excellents formateurs en matière d'affaires publiques. Donc voilà. Donc ça, c'est le groupe d'experts de la Commission européenne. Petite anecdote, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je travaille pour ce que je considère être une petite PME de 70 personnes. Alors certes, je suis président de la FEPAM, certes, j'ai la chance d'échanger avec les banques, donc mon réseau est un peu plus élargi. Je suis la seule professionnelle qui travaille à Paris dans ce groupe sur 40, parce qu'il y avait 3 autres places pour les Français, mais les autres Français, ils sont à Bruxelles et au Luxembourg. Et ça me choque que la seule représentante qui travaille pour un business en France, ça soit moi. Donc voilà, donc je devrais me féliciter, mais en fait, moi, j'attire votre attention sur le fait que regardez ces groupes-là et que c'est important que les business français, avec des gens qui travaillent en France, qui ont des agréments français, parce que quand même on les a ces agréments, voilà, d'où la casquette. Moi, fait pas, on les a ces agréments ACPR, ces agréments AMF, soient présents dans ces groupes-là. Et donc voilà. Et si jamais vous voulez relayer des messages, vous avez besoin d'informations sur ce qui se passe, je ne considère pas, et je l'ai toujours dit, juste représenter ma paroisse, mais vu qu'il y a bien des quotas par nationalité, profitez de mon quota et posez-moi des questions et je peux remonter aussi vos idées. Voilà, on est censé représenter la France, je trouve ça juste hallucinant. Je suis la seule Française basée à Paris sur un business en France. Venez et je remonterai. Et j'ai aussi toujours été très claire à la Commission européenne sur le fait que s'ils me faisaient venir, ça ne serait pas juste un message de Fanny ou juste un message de mon entreprise, mais le message le plus global possible que je pourrais envoyer là-bas. Je l'ai dit, je l'ai écrit parce que comme on nous demande les conflits d'intérêts, je dis je suis très conflictée, je vais vous remonter plein de messages français, pas juste de mon entreprise. Donc est-ce que ça vous va ou pas? Donc voilà, donc c'est écrit noir sur blanc. Donc ça c'est la Commission européenne et l'importance d'avoir un réseau pour savoir qu'il y a ces groupes-là. La présidence de la FEPAM c'est l'association française qui représente les établissements de paiement. Il y a 5 associations qui ont été créées par la loi dans le domaine financier. On dépend tous de la FECI, qui est une association chapeau. Donc il y a la plus connue, la Fédération bancaire française, avec toutes les banques. Il y en a aussi dans le domaine des assurances, dans le domaine de la gestion. Et donc il y a la FEPAM qui représente les 70 établissements de paiement
et de monnaie électronique agréée en France. Donc c'est là qu'on a tous des agréments. Et donc j'ai été très honorée d'être portée à la présidence de cette association, d'autant plus honorée que je viens quand même du milieu bancaire. Donc quand je suis passée du côté établissement de paiement, voilà, certains se disaient c'est le loup dans la bergerie, et d'avoir pu gagner leur confiance, essayer aussi d'avoir démontré qu'il était possible d'avoir un dialogue possible tous ensemble, et donc d'avoir été portée à la présidence de cette association pour les représenter. Eh bien, écoute, en tout cas, toutes nos félicitations, je pense. Hein. Franchement, ça remonte le niveau, parce que effectivement, d'avoir une femme déjà à la Commission européenne qui représente la France, c'est déjà une prouesse. Ça, encore une fois, ça me désole. J'en suis pas fière, mais mais profitez-en. Oui. mais je me souviens moi aussi quand j'étais au GIE Carte Bancaire, parce que moi aussi je suis passée par CB, et que je représentais les banques françaises à la Commission européenne. Et ben c'était pas triste non plus. C'était dans les années 2000, donc c'était pas encore tout à fait simple pour nous en tout cas, et on s'est battu, hein, franchement. Merci en tout cas. Alors, comment concilies-tu donc le travail à temps plein, ton groupe d'experts, ta présidence, sans sacrifier bien sûr ta vie personnelle dans les différentes sociétés que t'as suivies? Comment as-tu ressenti ta place de femme, maman aussi, le respect de l'équilibre pro et perso, et réussir à ne sacrifier ni la famille ni la carrière? Voilà. Alors, vaste challenge au quotidien, pour être très clair. J'ai déjà parlé un peu de mon parcours, mais je me suis retrouvée, moi je viens de grands groupes bancaires, à une époque où il y en a qui, j'ai entendu dire que le fait d'être une femme n'a jamais été un sujet. Moi, ça a été un sujet quand j'ai eu mes 2 congés maternité, pour être très clair, parce que à chaque fois, je décrochais en termes de bonus, il me fallait 3 ans pour rattraper. Et j'avais quand même constaté qu'au premier congé maternité, il fallait 3 ans pour rattraper, et qu'il y avait la moitié des femmes qui abandonnaient parce que c'était trop dur. En plus, rattraper quelque chose avec un enfant en bas âge. Voilà. Au deuxième, on perdait encore un tiers des femmes. Donc j'espère que ça s'est amélioré. Mais voilà, pour moi, ça ne l'a été le sujet qu'au moment des congés maternité. Ça a été, par contre, l'environnement m'a permis de le résoudre, puisque voilà, il était possible de rattraper. Je pense que je suis optimiste. Ça s'améliore aussi bien des sein des grands groupes, mais aussi les petites structures et la nouvelle génération. Quand je suis allée côté fintech, ce n'est plus un sujet, et je trouve ça fantastique. Enfin, honnêtement, même dans mon entreprise, ce n'est plus un sujet. Je suis à la DRH aussi, donc je peux le dire. L'égalité, c'est plus un sujet. Les hommes prennent leur congé paternité. Oui. Moi, il y en a un dans mon équipe, il est parti à 4h30 cet après-midi. Ils s'occupent de leurs enfants. Ils travaillent après. Je vois très bien qu'ils travaillent une fois que l'enfant dort. Je vois très bien les emails à 23h. Franchement, qui traite son dossier à 23h ou à 5h le soir, c'est pas un sujet pour moi, et ça l'est pas pour eux. Donc je suis optimiste sur le fait que cette nouvelle génération, le nouvel environnement réglementaire fait aussi que ça bouge, et j'espère que dans 10-15 ans, j'ai des filles, moi, chez moi, ça sera plus un sujet. Il y a d'autres outils. Moi, j'ai vu aussi l'évolution qui aidait le télétravail. On peut dire que c'est anecdotique. Ça l'est pas. Le télétravail, ça permet de donner plus de marge de manœuvre pour cumuler justement différentes fonctions. On n'est pas obligé d'avoir des transports, etc. tous les jours. Donc voilà, il y a de nouveaux outils comme le télétravail. Accessoirement, je remercierai quand même aussi mon conjoint. Je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'a été, très honnêtement, d'avoir un binôme, une solidarité au quotidien, parce que si on se retrouve seul avec des enfants, ou si on se retrouve à tout faire, pour moi, ça n'aurait pas été possible. Voilà, donc moi, je suis aussi reconnaissante, et je pense que le conjoint et les hommes, c'est important que les hommes accompagnent les femmes. Je ne sais pas si une femme peut réussir seule, s'il n'y a pas aussi ce soutien au quotidien dans la vie privée. Et vice-versa. Et vice-versa, exactement. Très bien.
Donc, c'est très bien déjà. Ça, c'est déjà un très bon point. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur la nomination, par exemple, de la FEPAM ou nomination à l'initiative de 2 hommes, justement? Oui. Merci à eux, bien sûr. Pour moi, la nomination à la présidence de la FEPAM est assez paradoxale parce que c'est une des nominations pour lesquelles j'ai eu le plus de retours positifs. Et alors même que je n'ai presque rien fait pour l'avoir, voire rien. Et donc c'est un magnifique cadeau en fait parce que on est remercié et je réalise le cadeau qu'on m'a fait. Clairement, ce sont 2 hommes qui ont pris leur bâton pèlerin et des directeurs d'entreprise. J'imagine l'impact sur leur quotidien. Ils ont 2 entreprises à diriger de grande taille qui m'ont dit on a envie que ce soit toi et qui ont dégagé dans leur emploi du temps. J'ai compté, je pense, chacun une 20aine d'heures pour appeler tous les membres du conseil d'administration, le président qu'il y avait à l'époque, et pour faire la promotion de ma candidature, élaborer un programme pour la nouvelle année. Donc c'est un beau cadeau parce que voilà, et à tel point qu'à un moment donné, je leur ai dit mais en fait vous la méritez plus que moi la présidence. Vous y avez passé 20 heures chacun, moi j'ai rien fait, et ils m'ont dit non, en fait on veut vraiment que ce soit toi. Pourquoi pas? Parce que je pense que le fait que l'environnement réglementaire change, que le monde change, moi ils m'ont dit, on a aussi envie d'y participer positivement. On en trouve ça nous fait du bien de faire quelque chose dont on pense que ça va dans le sens de la société. On pense que c'est juste, on pense que c'est la méritocratie. Donc c'est pas juste pour moi, mais ils étaient heureux de participer et d'apporter leur pierre en fait à l'environnement actuel. Et donc pour moi, encore une fois, c'est un magnifique cadeau qu'ils m'ont fait et je suis pour la mixité, comme on en parlait, mais pas du tout pour qu'il y ait dire la femme est mieux que l'homme, ce genre de choses, mais pour qu'il y ait une vraie mixité et une entraide, voilà, au quotidien. Et je pense aussi que c'est ce qui fait la force derrière, parce que très clairement, on est unis quand on continue le chemin. Oui, ça paraît tellement évident que c'est juste évident, tout simplement. Merci en tout cas. Super, merci beaucoup Fanny. Merci Fanny. Emmanuel. Donc, Emmanuel Choucroune, merci d'être là. Donc, tu es directrice adjointe des relations interbancaires à la Société Générale et tu as été récemment nominée membre du board de l'EPC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de cette nomination, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et j'en profite juste, même si ça a déjà été dit, de dire à quel point ce type d'initiative est important, parce que c'est important que nous nous écoutions les unes les autres et plus globalement aussi avec les hommes qui nous accompagnent tous les jours, avec qui parfois on s'énerve, parfois on fait des très très belles choses, voilà. Et donc ces moments de partage sont importants parce que ça nous nourrit. Donc moi je vous remercie en tout cas pour vos témoignages et donc à mon tour de partager un petit peu mon parcours et donc cette fameuse nomination à l'EPC, puisque ça y est, je suis board member à l'EPC. Félicitations. Alors, moi, pour présenter les choses très rapidement, je fais partie des vieux crocodiles de la Société Générale, voilà, depuis 25 ans. Et c'est un groupe que j'ai adoré. Parce que on y trouve des activités très intéressantes, très variées. Alors, j'ai commencé dans les activités de marché. Après un parcours très classique d'école de commerce et de classe prépa. Alors juste pour ceux qui ont des enfants qui se posent des questions sur ce qu'il faut faire dans Parcoursup, juste 2 mots quand même sur pourquoi apprendre l'économie japonaise dans les années 70, les probabilités et des mots d'anglais interminables. Enfin, parce que quand même ça aide pas mal dans la vie. Ça permet d'apprendre, de savoir apprendre très très vite. De jamais être étonné. Enfin, je pense notamment au système d'école en disant voilà, t'as 30 minutes pour préparer ce truc et nous en parler comme si tu connaissais bien alors que tu comprends rien, tu sais même pas de quoi ça parle. Et tu dis ok, bon, on va essayer de faire quelque chose. Hein, voilà. Donc c'est une formation qui est très très utile. Donc moi je fais beaucoup de publicité pour les classes prépa parce que quand j'en ai parlé avec mes enfants, je leur dis voilà, c'est sûr qu'en sortant vous saurez pas faire grand chose, mais vous saurez apprendre. Et si vous savez apprendre, comme le monde change, vous vous débrouillerez toujours. Voilà. Et donc dans le monde bancaire, ça c'est très utile parce que justement ça permet de passer d'une activité à une autre assez facilement, postes, de changer d'environnement, de changer d'air, de découvrir de nouvelles choses, voilà. Et ça c'est très intéressant. Alors au cours de ma carrière, donc j'ai commencé dans les activités de marché, après je suis passée côté asset management chez Lyxor, où j'ai participé au développement de produits qui étaient assez innovants à l'époque, qu'on appelait des fonds indiciels cotés.
avec justement un rayonnement un peu européen et international. Donc ça, c'était une expérience qui était très très intéressante. Et puis je suis passée côté métier titre, et en plein Covid, j'ai eu la chance d'avoir un entretien de recrutement sans caméra pour rejoindre une équipe qui travaille dans les paiements. Donc je les remercie d'avoir accepté ma candidature. Voilà. Et surtout, j'avais au cours de ma carrière senti beaucoup d'appétence pour les métiers qu'on appelle interbancaires ou affaires publiques. Parce que c'est des métiers où quelque part on réfléchit sur l'activité qu'on mène, leur impact sur la société, comment on peut le faire bien, qu'est-ce qui fait, il faut effectivement, enfin voilà, quelque part, qu'est-ce qui doit être régulé, qu'est-ce qui doit pas être régulé, et j'aimais bien cette idée de dialogue. Donc j'ai eu la chance de rejoindre une équipe qui faisait ça. Et donc j'ai découvert le métier, hein, vraiment. Donc, voilà, écoute, il y a un premier texte, donc faut faire une consultation. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai dit alors, chère équipe, que pensez-vous de cette nouvelle réglementation? C'est bien, c'est pas bien, on sait faire, on sait pas faire. Enfin voilà, donc, vraiment très vraiment par le début. Et puis après présenter pourquoi on veut faire plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Et essayer d'écouter un petit peu, voilà, pourquoi certains de nos confrères dans les autres banques avaient des idées un peu différentes. Et puis essayer de trouver voilà la solution qui va bien. Et alors concernant l'EPC, donc juste quelques mots pour présenter un peu cette institution. Voilà. Donc EPC, c'est l'acronyme de European Payment Council. Donc c'est le Conseil européen des paiements. C'est un organisme qui a été créé en 2002. Et qui va vraiment avec la création de l'euro. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle l'euro, les billets en euros, les pièces en euros. À un moment donné, il a fallu passer aux instruments de paiement numériques en euros. En disant, voilà, comment est-ce que on va, nous tous ensemble, là, les États membres de l'Union européenne, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord pour processer des instruments de paiement en euros. Et donc, le European Payment Council fait ça. C'est cet organisme qui, en fait, définit des règles communes pour tous les prestataires de services de paiement de l'Union européenne et tous les prestataires de services de paiement en dehors qui veulent faire des paiements en euros. Et donc, on définit des règles, alors, pour le prélèvement, pour le virement, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a un gros enjeu, parce qu'il y a un nouveau scheme en préparation qui va naître en octobre 2025. Et ce nouveau scheme, c'est le VOP. Donc ce nom barbare, c'est Verification of Pays. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc on travaille un petit peu à marche forcée. On sait même pas comment ça va naître, mais on y croit parce qu'on n'a pas le choix. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est de travailler un petit peu avec les autres communautés bancaires et l'EPC sur la bonne manière d'y arriver, les bonnes règles à adopter et les bons mécanismes à mettre en place. Voilà. Super, merci Emmanuel, très intéressant. Comme quoi, c'est aussi riche de voir différents parcours et on peut effectivement faire une carrière longue. Alors, tu n'as pas terminé ta carrière, mais déjà un nombre d'années important dans une même structure, une même banque, et comme quoi on peut faire et apprendre des nouveaux métiers. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant aussi, parce que c'est vrai que des fois on se dit comme un peu Stéphane, moi j'ai envie de changer, mais on peut partir comme tu disais d'une feuille blanche et de découvrir. Et ça, c'est top. Après, toujours pareil, curiosité et aussi investissement personnel. Merci pour ton parcours. Oui, l'idée aussi là, si tu peux nous dire dans ton parcours à quel moment, s'il y a des moments où tu as eu le besoin de te positionner peut-être plus par rapport à une femme ou un homme, et où tu as senti que tu avais besoin de dire oui, dire non, et que dans le cadre de tes fonctions, tu avais dû un peu te positionner. Est-ce que tu as un exemple à nous donner dans ce cadre-là? Alors, j'ai dit plusieurs fois non dans ma carrière, avec des succès divers. Voilà. Il faut être tout à fait honnête. Alors d'abord, je pense que c'est essentiel de savoir dire non, quel que soit quelque part l'issue. Parce que quand vous dites non, quelque part, vous dites oui à vous-même. Alors après, il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire, il y a quand même des conséquences. Il faut être un peu pragmatique sur la manière de le faire. Et probablement qu'avec l'expérience, ce que je dirais, c'est que à un non franc et direct, il faut parfois prendre le temps de proposer des alternatives, voilà, et de construire le terrain qui fait que l'alternative va naître. Je vais citer un nom positif là pour le coup. Une fois on m'a proposé un super poste et puis j'ai dit non. Et donc la personne qui m'avait proposé le super poste m'a dit mais je comprends pas pourquoi tu dis non en fait.
Et je lui dis, bah, écoute, c'est très simple. Toi, tu veux que je sois ton adjointe. Tu fais un boulot super, mais en fait, t'as pas de vie. Et moi, je veux un bébé là. Enfin, tu vois, donc je peux pas te remplacer au pied levé. Je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Donc tant pis, c'est pas grave. Je prends pas le super poste. Elle m'a dit, ok, très bien. Bah, écoute, rejoins-moi et tu prends le temps que tu veux pour ton congé maternité. Tu prends le temps. Voilà. Il y a pas de. Et voilà. Et donc, comme en fait, on a eu ce dialogue un petit peu très honnête. Voilà, très honnête et très constructif. Du coup, j'ai rejoint son équipe, ce qui était une très bonne décision parce que c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, je la remercie au passage. Voilà. Mais c'est super. Mais voilà, mais c'est se dire. Mais je pense que c'est important d'exprimer ce dont d'oser se le dire en fait, et de pas rentrer dans un exactement tes besoins et tes ressentis. Et là encore, là, tu as voulu prioriser quand même ta famille, mais comme quoi, le moment, c'était pas le bon timing. Et des fois, c'est vrai qu'on a des opportunités, c'est pas forcément le bon timing. C'est bien de savoir dire non pour encore mieux rebondir dans un deuxième temps. C'est ce que tu as fait. Bravo. Alors après, je sais pas si je dirais prioriser sa famille. Je dirais que, en fait, en tant que femme, on trouver l'équilibre. C'est ça. Quand on a des enfants, il y a du temps. On sait qu'il y a des périodes dans la vie où on n'aura pas forcément le temps. Enfin, voilà. Mais par contre, que le temps, on l'aura après. Donc, voilà, il faut trouver le bon réglage. Exactement. Trouver la bonne balance. Merci. Est-ce que tu veux nous donner un peu ta propre définition du leadership? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de nous dire 2 mots sur le leadership pour toi? Alors, quelques mots rapides. Moi, la manière dont je définirais le leadership, je dirais que c'est 2 composantes. La première, qui me semble essentielle, c'est la volonté de step in, enfin comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de dire, ben, là en fait, il y a un truc à faire, il y a personne qui le fait et il faut le faire en fait. Voilà, il faut le faire, soit parce que, alors moi je suis une grande altruiste, donc en général je vais réagir quand il y a des injustices ou quand quelqu'un a besoin d'aide. Moi, enfin voilà, c'est cette notion de step in, et aussi une deuxième notion qui est une notion de collectif, c'est-à-dire que vous allez entraîner quelqu'un et d'embarquer. Voilà, d'embarquer quelqu'un. Et après, quand tu m'as posé cette question-là, je me dis, alors effectivement, si je devais réfléchir à un leader femme qui m'inspire, qui m'a inspirée. Alors je vous partage son nom et je vous invite à lire son livre parce qu'il est passionnant. C'est quelqu'un qui s'appelle Gilberte Beau. Ça a été la première femme banquière d'affaires française qui a commencé comme sténodactylo pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà. Et puis elle était sténodactylo dans une banque et elle a tout appris à partir de rien. Et ce qui était très intéressant dans son parcours, c'est qu'elle a dit, bah voilà, moi comment j'ai avancé? J'ai avancé parce que j'ai résolu des problèmes les uns après les autres. Et ça rejoint un peu cette notion dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, oui, il y a un problème. Il faut le résoudre. Je peux pas le résoudre seul, mais on va le résoudre à plusieurs. Mais c'est cette volonté d'embarquer pour quelque part aller, créer de nouvelles choses et aller plus loin et embarquer les équipes grâce au leadership. C'est vraiment important. Super. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos filles d'aujourd'hui et nos leaders de demain? Est-ce que tu as... Alors, j'ai 10 commandements, mais je ne vais pas tous les passer en revue. Je vais en choisir juste quelques-uns. Et après, j'ai encore bon sur le timing, mais bon. Et après, je dirais aussi 2 choses. Je dirais que, alors oui, il y a les jeunes, mais je n'aurais pas les mêmes conseils à des jeunes femmes. Et j'en rencontre beaucoup qui viennent me dire, mais alors, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu peux m'aider? Et ce que j'appellerais des jeunes femmes avec de l'expérience, donc qui sont à un stade plus avancé dans leur carrière. Mais je pense que, enfin voilà, même s'il y a des conseils qui sont communs. Alors la première chose que je dirais, essayez d'abord de vous comprendre vous-même et de savoir ce qui vous fait avancer. Parce que si voilà, vous savez ce qui vous fait avancer, vous allez trouver l'énergie. Les drivers en fait. Exactement. Les propres drivers. Et après, il y a aussi une part d'oser en fait un petit peu son ambition. C'est-à-dire qu'on dit effectivement tout à l'heure, il y a eu c'était intéressant la remarque en disant ça, que les hommes sont courageux. On apprend aux hommes à être courageux, aux filles à être parfaites. Il faut qu'on apprenne nous les femmes à être un peu plus courageuses parfois. Donc ça suppose que parfois on s'écoute un peu plus en disant mais si j'ai envie de faire ça, bah si, il faut que j'essaye de le faire en fait. Je sais pas trop comment, mais il faut que j'essaye de le faire. Donc, mon deuxième conseil, ce serait de dire, osez. C'est-à-dire, vous avez des ambitions, vous avez des choses qui vous attirent. Donc, écoutez cette petite voix, parce que cette petite voix, voilà, elle va vous guider. Et ça me paraît important. Voilà, d'aller vers ça.
Et puis peut-être le troisième conseil, je ne vais pas faire les 10, hein, je vous rassure. Les plus importants. Non, ce serait quelque part de toujours en garder sous le pied. C'est-à-dire que si vous êtes à 100% tout le temps, si vous êtes complètement débordé, vous êtes plus intelligent. Et donc, c'est important de garder un peu ce sens des perspectives. Donc, dire, en fait, voilà, il y a plein de choses qui dépendent pas de moi. Donc là, je vais pas me mettre en mesure où je peux plus répondre à rien. Voilà, je fais comme en montagne. Pour gravir, il faut y aller. Étape par étape, ouais, super, merci. Effectivement, prendre le temps et en même temps, c'est s'écouter et comme tu dis, en garder un peu parce que si tu es toujours à 200%, enfin voilà, c'est comme une voiture, si tu es toujours en 6e, à un moment donné, ça peut cramer. Donc on va effectivement prendre soin de nous au passage et comme tu disais à nos filles, effectivement écouter son intuition. On parlait de vocation aussi pour nos jeunes, de dire ok, qu'est-ce qui te fait vibrer et va vers ce qui te nourrit et ce qui te plaît et ça sera forcément une réussite. Super, merci beaucoup. Est-ce que le timing, on est parfait? Bon. Merci beaucoup à vous trois, c'était très inspirant. Félicitations encore et puis au plaisir d'échanger.